nommer un mec. J'ai jamais aimé les préfets. C'est Non, mais- un drôle de corps. On va démarrer. Dernière mise en place. On va procéder juste après. Moi j'ai vécu là, d'accord. Je suis désolée, alors je ferai les Prise de dents. parole. Pas de problème. Une particularité ce matin, vous avez vu qu'il y a eu une manifestation de l'extrême droite un peu plus haut. Donc vigilance maintenant, vigilance également au moment de repartir. Il est arrivé qu'il y ait des heurts et des problèmes. Donc au moment de partir, on se débadge et on essaye de s'égayer de manière vigilante, etc. Mais qu'on n'ait pas peur, c'est une chose, qu'on soit vigilant, c'en est une autre. Voilà, alors on est à Aix-en-Provence, à l'entrée des... Alors, première prise des de allées parole, provençales. Valérie, d'Attaque. à la rotonde. Donc bonjour à toutes et à tous. On est vraiment nombreux aujourd'hui, c'est bien. Je parle sans le masque parce que masque et lunettes, je vois rien. Donc, Depuis le mois de novembre, en pleine pandémie, alors que la population subit un chamboulement dramatique depuis mars 2020, qu'elle est contrainte entre confinement et couvre-feu, Macron et son gouvernement mettent en place tranquillement des outils pour réduire au silence toute contestation de sa politique inique. D'abord en novembre avec la loi sécurité globale, je ne rentre pas dans le détail, mais qui est une atteinte au droit de manifester. Et début décembre, il dépose 3 décrets pour étendre 3 fichiers de sécurité publique qui existent déjà dans le Code de la sécurité intérieure. Retenez bien la sécurité intérieure, et c'est surtout là-dessus que je vais intervenir. Avant, dans ces codes, dans ces fichiers, donc on fichait des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique. Maintenant, on peut ficher des personnes physiques ou morales, c'est-à-dire des associations, ainsi que des groupements. Et ce n'est plus seulement qui portent atteinte à la sécurité publique, mais c'est aussi qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Je développerai tout à l'heure. Pour ces personnes qui seraient fichées, qui sont fichées, on pouvait déjà inscrire le comportement et les habitudes de vie, ainsi que les activités sur les réseaux sociaux. On peut maintenant consigner leurs opinions politiques, leurs convictions philosophiques et religieuses, ou leur appartenance syndicale. Vous voyez le glissement. Évidemment, on ne peut qu'adhérer à la lutte contre le terrorisme, contre les menaces terroristes, mais quel rapport avec son opinion politique ou une appartenance syndicale? Et imaginez-vous avoir votre nom, si jamais vous êtes fiché, parce que vous êtes justement dans une association, avec en face musulmans, juifs, chrétiens, athées. Voilà. Ces fichiers qui servaient surtout à la lutte contre le terrorisme deviennent des fichiers pour lutter contre la contestation. Rappelez-vous, en 2015 a été instauré l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme suite aux attentats du Bataclan. Et on a vu des militants écologistes être assignés à résidence pendant la COP 21. Hollande s'était servi d'une loi contre le terrorisme pour contraindre des militants et les empêcher de manifester, des militants écologistes. Aujourd'hui, avec ces décrets, cet amalgame est entériné. Aujourd'hui, non seulement ce gouvernement s'emploie à stigmatiser une communauté avec la loi contre le séparatisme, mais il décide par décret de ficher des associations, des militants, des citoyens qui participent à des manifestations sociales ou syndicales dans les mêmes fichiers que des terroristes potentiels. Je reviens sur la notion de sûreté de l'État qui a été rajoutée, donc, en plus de sécurité publique.
Les données, je cite, les données intéressant la sûreté de l'État sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Alors, menace terroriste, ok, mais atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Je vais vous en donner la définition. Les intérêts fondamentaux de la nation sont son indépendance, l'intégrité de son territoire, sa sécurité, la forme républicaine de ses institutions, etc. Je passe, la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement, et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. Là encore, on voit le glissement. Alors, retour à l'envoyeur. Qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation? Les gilets jaunes qui manifestent pour réclamer une vie décente et dénoncer l'injustice de sa politique, ou Macron qui supprime l'ISF et en même temps diminue les APL, et qui déroule un tapis rouge à des multinationales comme Amazon, qui dissimule ses bénéfices dans les paradis fiscaux et qui ainsi ne paye pas sa juste part d'impôts. Est-ce que ce sont les citoyens qui marchent et mènent des actions pour le climat? Ou Macron qui veut signer un accord de libre-échange, donc le Mercosur, avec un président qui détruit l'Amazonie? Est-ce que ce sont les soignants qui manifestent pour plus de moyens? Ou Macron qui ferme des lits d'hôpitaux et qui verse à Sanofi des millions en crédit impôt recherche? Sanofi qui a viré 50% de ses chercheurs, qui détruit des labos de recherche et son centre de recherche flambant neuf, payé par nos impôts, mais qui a versé à ses actionnaires 4 milliards de dividendes en 2020 en pleine pandémie. Est-ce que ce sont les citoyens qui aident les migrants, ou est-ce que c'est Macron qui vend des armes à l'Arabie Saoudite? Nous, c'est pour ça que nous manifestons, que nous nous engageons, que nous militons, que nous diffusons sur les réseaux sociaux. C'est pour la justice sociale et fiscale, c'est pour une transition écologique à la hauteur des enjeux, pour que les droits humains soient respectés. Bref, c'est pour l'intérêt fondamental des populations et de la planète. De son côté, face à son incurie, la réponse de ce gouvernement, c'est de fliquer par des drones et des caméras piétons, c'est d'interdire de filmer les violences policières, c'est de stigmatiser une communauté, c'est de ficher des citoyennes et des citoyens au même titre que des terroristes. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans la rue pour exiger le retrait de la loi sécurité globale et de ces 3 décrets qui nous mettent dans ces fichiers, et on ne lâchera pas. Merci Valérie. Je vais prendre la parole au nom du COLEC, le collectif d'échange citoyen du Pays d'Aix. Chers amis, chers camarades, et vous tous et toutes qui vous arrêtez ce samedi matin pour écouter les prises de parole de cette manifestation, je voudrais commencer par vous dire dans quel contexte s'est passée l'organisation de cette manifestation. Contexte qui à lui seul résume l'époque et les objectifs de ce gouvernement qui se dit nôtre. Au moment de déposer notre demande de manifester, le cabinet du sous-préfet nous a informé qu'une manifestation d'extrême droite se tenait en même temps que la nôtre et qu'à ce titre, notre demande étant quelques instants plus tard, le premier arrivé était le premier servi. Et que dans ces conditions, la sous-préfecture se voyait dans l'obligation, entre guillemets, de ne pas nous donner d'autorisation officielle, qu'elle ne saurait risquer la sécurité de ses concitoyens en mettant en présence ces 2 groupes. La sous-préfecture a donc voulu privilégier le critère de l'heure d'arrivée à celui d'éthique démocratique et voulu autoriser l'extrême droite plutôt que l'expression de la Ligue des droits de l'homme, d'Attaque, de la CGT, etc. ou du collège. Ayant maintenu une déclaration de manifester, la sous-préfecture a ensuite brandi la menace de nous considérer comme bravant les mesures sanitaires et donc passible de recevoir des amendes de 135 € pour toutes et tous. J'espère que vous êtes venus chacun avec votre portefeuille, et votre porte-monnaie, et votre carte bleue, etc.
Donc finalement, on a tenu bon et notre manifestation a été autorisée. On a refusé de céder au chantage de la peur, la menace de l'extrême droite, et de la menace veulent de frapper ses concitoyens au porte-monnaie. Anecdotique, me direz-vous? Pas du tout. Ce contexte montre que c'est à l'administration de ce pays que se déploient des consignes et un appareil à museler, à faire taire, à interdire, à empêcher l'expression publique d'un mécontentement. Il n'est plus permis en France de ne pas être d'accord avec ces pouvoirs publics qui se mélangent si bien avec les intérêts privés. Ce contexte met en lumière un phénomène unique dans l'histoire moderne de notre pays. Le gouvernement Macron aura subordonné toute la vie publique à un but unique, la privatisation, la financiarisation, le libéralisme à marche forcée d'une brutalité encore jamais vue. Et sa seule réponse à toute la dimension sociale de la vie publique, la répression. C'est dire que Macron a tout misé sur sa police. Alors celle-ci a exigé en retour toujours plus de moyens, plus d'armes, plus de pouvoir, plus d'impunité. Gageons que la technologie engagée, les armes, les drones, les caméras, l'équipement, etc., profitent bien à quelques entreprises parapubliques. La loi sécurité globale est la réponse à cette exigence. Elle n'est donc qu'un cadeau fait à la police, un moyen de gouverner par la seule répression. Observons surtout que ce projet de loi sécurité globale et ses corollaires, loi sur le séparatisme, fichage des militants, sont une pièce maîtresse de cet appareil. Merci. Je vous rappelle qu'il prévoit d'interdire de... Recule. Ah d'accord, ok, bon je bouge plus. Je vous rappelle qu'il prévoit d'interdire de filmer ou photographier la police, rendant quasiment impossible pour les militants ou les journalistes de rendre compte de la réalité des violences policières sur des manifestants, sur les migrants dans les camps de Calais par exemple, et d'ailleurs, sur des mineurs, sur nos soignants, soignantes. Tout simplement, ils font de la possibilité d'une impunité totale en cas d'abus de pouvoir et de violence. Ce texte prévoit de militariser encore plus, non seulement la police nationale, mais encore les polices municipales. Celles-ci, pourtant largement moins formées et à compétences territoriales fort différentes, se verront attribuer en outre des pouvoirs de police judiciaire, ouvrant ainsi le champ à tous les dérapages, tous les abus, toutes les discriminations, à la discrétion des politiques d'un maire. On peut penser à la ville de Béziers, par exemple. Je dis ça... Il prévoit de nous surveiller du ciel avec des drones. C'est un premier pas vers la possibilité, demain, de nous prendre pour cible depuis ces engins. Il prévoit que la police puisse rentrer armée dans les lieux publics. Il prévoit que des enfants, même en bas âge, puissent être soupçonnés et leurs témoignages utilisés. L'appareil répressif, la logique sécuritaire, le contrôle social occupent donc désormais tout l'espace de la vie publique. Nous sommes surveillés, contrôlés, fichés sous toutes les coutures. Nous sommes encadrés du moment où nous quittons le domicile pour aller produire jusqu'à notre retour à la maison. Nous n'avons plus d'accès à la culture, toutes les salles étant fermées. Nous n'avons plus d'accès à nos familles sauf à passer par des sas, des checkpoints, des contrôles inopinés. Nous n'avons plus d'expression libre puisque dans nos syndicats, nos associations, notre vie publique, tout ce que nous pourrons dire et faire pourrait être utilisé contre nous. Ce climat global de répression fait dire à l'historienne Danielle Tartakovsky, faisait date à l'appui, qu'il est le plus répressif depuis la guerre d'Algérie. Jamais un gouvernement n'avait autant et aussi profondément cherché à censurer la liberté d'expression. On me reproche parfois d'utiliser le terme de fascisme de manière abusive. C'est un peu pénible, mais je soupçonne d'être un peu fasciste ce truc. Donc on me reproche, parfois d'utiliser le terme de fascisme de manière abusive. Pourtant, si je veux bien accorder que la forme diffère, il semble que les pièces qu'on peut mettre au dossier sont accablantes. Un capitalisme à bout de souffle fait toujours appel à l'autoritarisme, au racisme d'État, à la concentration de la violence dans les mains d'une police qui ne fait plus son rôle de gardien de la paix, mais ne bénéficie qu'à une coterie politico-financière. Un capitalisme à bout de souffle met la pression sur les plus faibles, au risque du déclassement, de la misère, pour qu'ils se taisent, et garantit aux puissants toutes les largesses, par la force et l'arrogance. Un capitalisme à bout de souffle criminalise la contestation. Manifestants pacifiques poursuivis en justice, syndicalistes empêchés de mener des actions syndicales, fichage des militants associatifs.
Un capitalisme à bout de souffle laisse 70 voitures de police intimider à 4 reprises les journalistes de la maison de la radio parce qu'on ose encore analyser, critiquer et s'indigner. Un capitalisme à bout de souffle, c'est qu'il y a tout intérêt à draguer à l'extrême droite pour s'assurer la collaboration de supplétifs à sa politique antisociale. La preuve, la manifestation des patriotes qui se tient à quelques centaines de mètres d'ici. Après avoir éborgné une quarantaine de personnes en 3 ans de mandat Macron, arraché 11 mains, tué une octogénaire à Marseille et un fêtard à Nantes, M. Darmanin a prétendu qu'il s'agissait, ouvrez les guillemets, de protéger ceux qui nous protègent. On nous fiche, on nous intimide, on nous frappe, on humilie nos enfants, on brutalise nos soignants et nos soignantes, on nous soupçonne, on empêche tout contre-pouvoir, on nous contraint, le prétexte sanitaire aidant à ne plus pouvoir que travailler, consommer, nous confiner. Alors nous posons une question fort simple. Qui nous protège de nos protecteurs? Il est impératif que nous toutes et tous, militants, militantes, syndicalistes, simples citoyens et citoyennes, soucieux de justice sociale, comprenions bien le mécanisme qui est en place et que nous l'expliquions autour de nous, au travail, à la maison, dans nos différents cercles. Dans nos différents cercles. Ce travail de pédagogie est déjà un travail de résistance. Aux collègues, c'est bien notre programme et nous nous y tiendrons. Vous pouvez compter sur nous. Alerter, dénoncer, éduquer, tenir tête, résister. Francine de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour à tous. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui. Là vous m'entendez? Alors j'y vais. Bonjour à tous. Il y a quelques semaines seulement, nous dénoncions la loi sécurité globale, particulièrement dans ses articles 21, 22 et 24. Nous exigions le retrait de ces articles en insistant particulièrement sur l'article 24 pour lequel l'ONU avait fait part de ses inquiétudes en matière de liberté de la presse. Nous maintenons évidemment l'exigence de ce retrait. Et aujourd'hui s'y ajoutent 3 fichiers de sécurité publique dont le périmètre a été étendu au moyen de 3 décrets. On va revenir un peu en arrière pour comprendre la portée de ces décrets. En 2008 était annoncé le fichier Edwige, dans un contexte de fusion des RG et de la DST. Excusez-moi. L'une des critiques majeures faites à Edwige était notamment le flou qui entourait la notion de susceptible de porter atteinte à l'ordre public, qu'il utilisait comme critère de fichage au lieu des termes trouble grave à l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et atteinte à la sûreté de l'État ou à la sécurité publique par le recours au soutien actif porté à la violence utilisée jusque-là. On passait donc de la présomption d'innocence, propre à un état de droit, à une présomption de culpabilité. Nous dénoncions aussi le fait qu'ils permettent le fichage des mineurs dès 13 ans, le fait de ficher l'orientation sexuelle et l'état de santé des personnes concernées, ainsi que la mise à l'écart du droit à l'oubli. Ce fichier n'a finalement pas vu le jour, notamment grâce aux nombreuses oppositions de la société civile. Et par la suite, 2 fichiers de police tenant compte de certaines critiques faites à Edwige ont vu le jour. Puis un 3e équivalent destiné à la gendarmerie. Ce sont de ces fichiers-là qu'il est question aujourd'hui. Ça vous permet de respirer pendant ce qu'on détache. Ces 3 fichiers voient leur périmètre étendu au point qu'il devient de plus en plus difficile de les différencier de ce qu'était Edwige. Pourront y figurer des groupements ou associations, les militants politiques, mais aussi leurs proches, dont leurs enfants mineurs. Va également être ajoutée la possibilité d'y inclure des informations médicales, des
les habitudes de vie, les activités en ligne, etc. Le tout pouvant être ajouté de façon automatisée. Là où aujourd'hui on enregistre des activités politiques ou syndicales, demain ce sont des opinions politiques ou syndicales. Autrement dit, on n'y enregistrera plus ce que fait un individu et ce qu'il pense. Je vous laisse mesurer la gravité de ce glissement et de tout ce qu'il peut engendrer comme abus si demain le RN prenait les élections, gagnait des élections. Ceci dit, nous n'avons pas encore perdu, soyons optimistes. Des recours judiciaires sont en cours, initiés par de très nombreuses associations, dont la Ligue des droits de l'homme, notre association. Nous avions, il y a 13 ans, fait reculer Edwige. Nous pouvons provoquer le retrait de ces lois. Sécurité globale, liberté minimale, contestation maximale. Merci. Jean-Pierre Deschamps pour le syndicat de la magistrature. Bonjour à tous. Recule-toi, Jean-Pierre. Oui. Voilà. Donc j'interviens pour le syndicat de la magistrature. Très près, le micro, très près. Ah, ça va? Comme ça? Oui. On entend ça. Là, comme ça. Vous entendez? Oui? Bon. J'interviens donc pour le syndicat de la magistrature. Il y a 50 ans que je fais partie de cette organisation et j'ai l'impression d'avoir toujours lutté contre le renseignement, mais de plus en plus contre le renseignement pernicieux qui est celui du fichage. Nous avons réussi souvent en nous battant contre ces fichages, et notamment, si vous en souvenez, en 2008, retrait du projet Edwige, qui était un projet de fichage ressemblant sacrément à celui-ci. Donc nous avions réussi ce retrait. On n'a pas réussi cette fois-ci, ou pas encore. Donc le fichage tel qu'il est prévu par les 3 décrets, c'est intéressant de connaître le titre de cette rubrique des décrets. C'est pour la collecte des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale, ainsi que des données de santé révélant une dangerosité particulière. Alors je ne sais pas quelle est la santé qui revêt une dangerosité particulière. Sans doute que toutes les personnes atteintes du Covid doivent être fichées pour ça, parce que ce sont des personnes dangereuses. Les décrets dont il est question et dont il vous a été largement parlé il y a quelques instants, là, dans les dernières minutes, sur lesquels je ne reviendrai pas, ces décrets déclinent, créent une police de la pensée et de la santé. Ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que sont concernés par ces décrets les enfants mineurs. Le renseignement concernant les adultes, c'est déjà quelque chose de sacrément problématique. Mais venir aux enfants mineurs, c'est plus, à mon avis, c'est plus que problématique. En décembre dernier, il y avait 60 000 manifestants contre ces décrets. Ces décrets, pour autant, passent. Donc il faut continuer le combat, évidemment. Excusez-moi. Donc ce qu'il faut simplement, moi ce que je retiendrai, ce qu'il faut dire lorsque l'on discute avec les uns et les autres, c'est qu'il s'agit du fichage des opinions politiques, c'est-à-dire c'est la fin de l'État démocratique, le fichage des opinions religieuses, donc c'est la fin de l'État laïque, le fichage des données de santé, c'est la fin du secret médical, c'est quand même pas rien. Le fichage des convictions syndicales, c'est la fin des droits des salariés. Donc on se demande ce qui reste comme droit à l'issue de ces décrets, encore une fois qui ne sont pas de l'ordre de la loi, mais qui sont des décrets, c'est-à-dire des choses qui ont été passées subrepticement et en violation finalement de ce qu'est la représentation nationale. Voilà pourquoi le syndicat de la magistrature, évidemment, est militant dans cette affaire et continuera à l'être jusqu'à ce que ça s'arrête. Merci. N'est pas là.
Bon, ben, il faut dire qu'on reste un moment, qu'il y a des tracts à distribuer. Alors, pardon, nous avons une dernière prise de parole, mais qui est au parking. Elle va pas tarder à arriver. Ah ben là voilà. Bonjour à tous. Alors je voudrais préciser que je ne fais pas cette intervention au nom de quelque collectif que ce soit, mais en mon nom personnel, en tant que militante de longue date. Enfin, voilà. Donc je voudrais d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui ont répondu à notre appel et qui sont mobilisés pour défendre nos libertés et notre vie privée. Merci à toutes les organisations qui ont contribué à organiser ce rassemblement. Nous sommes nombreux aujourd'hui à Aix et partout en France à nous rassembler et à marcher contre la loi sécurité globale, contre la surveillance et le fichage de la police. Nous nous mobilisons depuis le 4 novembre contre ces lois scélérates. Nous produisons des communiqués, appelons à des rassemblements et des marches, parfois réprimés. Nous alertons la presse, les syndicats, les associations, les habitants de notre pays. Notre volonté et notre opposition à ces mesures gouvernementales ne faiblit pas. Et après ? Croyez-vous que nous allons gagner ? Même si nous sommes nombreux dans la rue aujourd'hui, croyez-vous que notre mobilisation aura une quelconque influence sur l'autoritarisme grandissant de l'État français? Nous sommes mobilisés depuis tant d'années. Syndicats, associations, collectifs citoyens et aussi citoyennes et citoyens contre le grignotage progressif de nos acquis sociaux, de nos libertés, contre la destruction de notre environnement, pour la justice sociale et écologique. Mais le pouvoir de l'État et des grandes entreprises se fiche complètement de nos revendications et de notre opposition. Nous avons perdu toutes les batailles, sauvegardé quelques miettes, ici ou là, dans les ZAD notamment, gagné du temps parfois, mais nous n'arrivons pas à instaurer un rapport de force qui nous soit favorable. Chaque jour, l'exploitation des pauvres s'accélère, tandis que la fortune des plus riches bat des records historiques. Chaque jour, la planète fertile qui nous permet à tous et à toutes de vivre est empoisonnée, ratiboisée, grillée. Pourquoi ? Parce que nous n'arrivons pas à sortir de cette culture de l'échec, faite de divisions savamment entretenues par le pouvoir, de repli sur soi, de découragement, de pureté personnelle et de petits gestes, d'actions symboliques, d'hostilité horizontale et d'objectifs abstraits. Nous nous opposons chapelle contre chapelle, nous pensons chacun détenir la vérité et le moyen d'action le plus efficace, et nous nous dénigrons mutuellement et publiquement. Pourtant, nous avons tous le même objectif, radicaux et progressistes, militants et modérés. Nous luttons tous pour la même cause, nous voulons tous la même chose, sortir de ce système qui broie l'humain et détruit la vie. Il est temps alors de construire ensemble une culture de résistance, de nous unir, malgré nos différences, de nous organiser ensemble dans le respect de la solidarité et de combattre ensemble nos ennemis communs. Construisons donc une culture de la résistance avec la mémoire des luttes passées, une culture vivante et alternative, une culture de l'opposition et de l'action, une culture du soutien et du soin, avec des communautés fortes et organisées, des institutions parallèles offrant des moyens de subsistance et d'autosuffisance. Pour cela, nous devrons peut-être sacrifier nos intérêts immédiats, notre confort de vie, et oser prendre des risques. Y êtes-vous prêts ? L'urgence est réelle de gommer nos divisions et nos différences et d'accepter que toutes les actions
qui ont prouvé leur efficacité par le passé doivent être employés conjointement. Certains sont prêts à mettre leur vie en danger. Cessons de leur mettre des bâtons dans les roues, soutenons-les publiquement. Développons la coopération entre tous les collectifs, la coordination entre les différents groupes et leurs tactiques respectives. Engageons la lutte en construisant une stratégie qui intègre tous les moyens d'action. Manifestations, rassemblements comme aujourd'hui, mais aussi les moyens juridiques, l'engagement politique, la désobéissance civile, les occupations et même les sabotages, la défense et l'auto-organisation citoyenne, jusqu'à la destruction des intérêts économiques de nos ennemis communs. Contre la surveillance et le fichage généralisé, développons une culture de la confidentialité et de la sécurité, de notre sécurité contre l'État policier, sécurité dans nos moyens de communication, dans nos réunions, dans nos structures et nos façons de nous organiser. Développons surtout la diversité conjointe des tactiques, dans une stratégie commune, sans dénigrer publiquement les groupes moins radicaux ou les actions moins pacifistes. Construisons et partageons cette culture de la résistance pour véritablement créer le rapport de force qui nous permettra, sur des objectifs précis, avec des moyens d'action conjoints et efficaces, d'engranger des victoires et de redonner de l'espoir dans la lutte collective. Bonjour, on vous avait dit que c'était la dernière et voilà. Voilà, on m'a demandé d'intervenir au nom du syndicat des avocats de France, dont je fais partie depuis presque aussi longtemps que M. Deschamps du syndicat de la magistrature. Et de façon totalement improvisée, je voudrais juste vous indiquer que, en tant qu'avocat, nous sommes particulièrement sensibles à ces luttes. Nous sommes particulièrement épouvantés par le texte dont nous parlons depuis ce matin. Et nous ferons tout, bien évidemment, pour, aussi bien de façon militante que de façon professionnelle, aider tous ceux qui luttent contre ce décret et de façon générale contre un certain nombre de textes attentatoires aux libertés. Nous sommes particulièrement sensibles, encore une fois, aux attaques qui vont une fois de plus se porter sur des personnes peut-être plus vulnérables, que ce soit en raison de leur âge, de leur couleur, de leur qualité de migrants, de mineurs isolés pour lesquels nous intervenons souvent dans des conditions difficiles. Et je voulais donc tout simplement, encore une fois, au nom du syndicat des avocats de France, dont je représente la section aixoise, vous indiquer que nous sommes avec vous dans cette lutte. Merci. Ben, s'il te plaît. Ben Kioska, s'il te plaît. Chers camarades, s'il y a parmi vous d'autres prises de parole, d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole, brièvement au titre soit individuel, soit politique. Voilà, moi je vais parler, je suis toute seule, je représente moi. Tout à l'heure on m'a dit qu'il y a une manif d'extrême droite à côté, donc je suis allée voir. Et eux ils ne se considèrent pas comme extrême droite, mais ils se battent aussi contre les mesures liberticides. Ils ne sont pas masqués là-bas. Et donc j'ai appris comme ça que c'était les patriotes. Et que l'étiquette. Oui, l'étiquette pour eux ça n'a pas trop d'importance. Ce qui les intéresse, c'est qu'on arrête de se diviser. Après, il y a deux manifs aujourd'hui. Il y a un gouvernement qui opprime tout le monde et nous on est divisés alors qu'on a les mêmes idées. Pas tout à fait. Voilà, alors moi
Maintenant, je vous demande si vous voulez bien aller avec eux là-bas et en manif tous ensemble. Vous êtes trompé de tribune, madame. Donc, les camarades, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Le camarade du Parti communiste français. Je vais faire comme d'autres aussi. Tout le monde sait que je n'ai pas à m'en cacher, que je suis un militant du Parti communiste depuis plus de 50 ans. Et bien justement aujourd'hui, c'est pas ce titre que je vais intervenir. Puisque on fait intervenir, et c'est très bien, des individus. Ce qui me réjouit, c'est de voir qu'ici, nous sommes en train de réussir le rassemblement encore une fois. Il y a le COLEC, il y a des associations, il y a les syndicats, il y a la CGT, il y a la FSU, il y a les membres des partis politiques, le Parti socialiste, Génération S, le Parti communiste, le POC. C'est ça qui fera notre force face à ceux qui sont en face. Parce que eux, ils rigolent pas. Alors nous, on fait pas des comptes pour savoir qui est là, qui est pas là. Il faut qu'il y ait tout le monde. Et donc, on va se battre comme des chiens et on va les battre. Oui, bonjour, Axel du coup pour le comité de lutte étudiant défendre tes droits d'Aix-en-Provence. Du coup bon, je rejoins globalement ce qui a été dit contre la sécurité globale, contre les décrets autoritaires qui sont passés. Juste très rapidement, en ce moment du coup, comme vous êtes sans doute au courant, l'université fait partie des services publics aujourd'hui qui sont attaqués, qui sont détruits en fait en même temps que sont détruites nos libertés démocratiques. En ce moment, au niveau de la fac de lettres d'Aix-en-Provence et des sites universitaires d'Aix-Marseille, ça a été assez dur ces derniers mois pour organiser la contestation, la résistance contre cette politique de destruction des services publics. Là, on commence à y arriver. Il y a déjà des professeurs qui ont annoncé qu'ils feraient cours en présentiel malgré les consignes du gouvernement, dans le respect évidemment des mesures sanitaires. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'en fait, les cours en distanciel, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible d'étudier en fait en distanciel, c'est simplement impossible. Nous, on revendique de pouvoir étudier dans des conditions dignes. Et ça rejoint totalement pour nous le combat pour les libertés démocratiques. Parce qu'en fait, toutes ces mesures qui sont racistes, toutes ces mesures qui sont autoritaires, sont prises par le gouvernement, ce fichage généralisé des militants. Darmanin était extrêmement clair. Il a dit ce fichage, c'est contre ceux qui sont contre ce que le gouvernement appelle les valeurs de la République. Plus exactement, il a précisé ensuite ce qu'il entendait par là. Il a dit les militants qui sont pour un changement révolutionnaire, les militants qui sont pour une rupture révolutionnaire avec le système capitaliste, sont visés par ce fichage. Il l'a dit précisément. Et donc qu'est-ce que ça veut dire plus globalement? Ça veut dire que ceux qui sont contre la privatisation du service public, ceux qui sont pour une université qui ne soit pas au service du capital, mais qui soit au service des étudiants, qui soit au service des populations, au service des travailleuses et des travailleurs, eh ben ils sont visés par ce fichage. Il a dit aussi, qu'est-ce qu'il entend par valeur de la République? Ça veut dire que par exemple, un militant qui dénonce le racisme d'État, qui dénonce l'islamophobie d'État, qui dénonce l'impérialisme français, il est visé par ces fichages. Je rappelle aussi, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez été au courant, oui je le verrai à la fin, je termine juste là-dessus, et pour dire que notre lutte elle est aussi internationale, je pense que c'est important de dire ça, parce qu'en ce moment au Mali, il y a des crimes qui ont été commis par l'armée française, il y a un mariage qui a été bombardé par l'armée française, ce que nie l'armée française, et ça va totalement avec le combat pour les libertés démocratiques, parce que pourquoi ils cherchent à nous verrouiller? C'est pour qu'ici en France, on ne s'organise pas en solidarité avec les combats qui sont menés dans le monde entier. Eh bien la jeunesse d'Aix-en-Provence, en tout cas les jeunes militants d'Aix-en-Provence et partout en France, on va essayer de s'organiser, on va organiser la résistance en convergence avec toutes les forces démocratiques et ouvrières. Merci. Oui, j'avais pas prévu d'intervenir, donc j'interviens en qualité d'élu France Insoumise au conseil municipal d'Aix-en-Provence. Alors je voudrais vous rappeler, vous avez assisté aux événements qui se sont passés aux États-Unis. Quand il y a eu l'envahissement du Capitole, le président Macron a dit devant le drapeau français, devant le drapeau des États-Unis, la démocratie est en danger, la démocratie est fragile. Eh bien, nous constatons aujourd'hui que la démocratie est fragile, et elle est d'autant plus fragile qu'elle est fragilisée de l'intérieur par M. Macron, par ses députés, par ses lois liberticides qui nous accablent. La loi sécurité publique, la loi sur le séparatisme et maintenant les décrets. Alors, au nom de la France Insoumise, nous voulons vous rappeler que nous serons naturellement aux côtés de tous les gens qui vont lutter contre ces lois liberticides et contre ces décrets. Voilà, je ne vais pas revenir sur ces textes.
on les a amplement commentés au cours de ce rassemblement, mais je pense qu'il y a de quoi être très inquiet. Il y a des gens qui ont employé le terme fasciste, fascisant. Je crois qu'il faut continuer une mobilisation de tous les jours, que ce soit nous, en tant qu'élus, naturellement, France Insoumise, au conseil municipal, et également dans nos organisations politiques, associatives. Je dois dire que je suis également au syndicat des avocats de France, et que ces lois sont particulièrement inquiétantes pour nous. Je rappelle le mouvement des Gilets jaunes. On veut supprimer les caméras, on veut supprimer les films. Il faut savoir que qu'on a pu obtenir gain de cause grâce à des films qui ont été faits pendant les manifestations où on a vu les violences policières. Donc, rassemblons-nous, luttons-nous sans désarmer. Et je rappelle également que, alors là, il y a eu un problème pour ce rassemblement. La semaine dernière, c'est le cercle du silence. On nous a dit que c'était pas autorisé de faire un cercle du silence. Vous savez, le cercle du silence, c'est un cercle qui se fait un samedi par mois pour exprimer notre solidarité envers les migrants. Par contre, les gens d'extrême droite, visiblement, ils n'ont pas de problème pour manifester. Donc restons mobilisés vraiment à tous les instants, car je crois que la situation est vraiment très grave. Chers camarades, je vous remercie tous et toutes d'être venus très nombreux. C'est la fin des prises de parole. Également, putain, je m'en veux personnellement. Également pour des histoires d'horaire et enfin, bref, vous avez compris. Donc ce que je vous demande, c'est en repartant d'être vigilant, de vous débadger, d'être vigilant. Il y a d'ailleurs déjà parmi nous quelques représentants du camp d'en face, donc attention attention en repartant. Et je vous souhaite un très bon week-end et que la lutte continue. À bientôt. Pour rappel, la manifestation continue à Marseille. À quelle heure? 14h30. Où ça? Au Vieux-Port. 14h. C'est un vieux poste qui vous parle, grandissant sur les toiles encore des... Oui, mais j'ai annoncé à 14h, mais après, ça démarre plus tard.